puisqu'il y a une utilisation énorme de matière. Également, l'occupation du territoire. En Belgique, on considère que c'est 20%, 30%, mais pour la partie flamande. Et enfin, la construction et la démolition qui représentent 40% des déchets. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que l'industrie de la construction génère autant de déchets? Pourquoi est-ce que les bâtiments sont démolis? Et c'est souvent la principale raison, c'est qu'ils ne sont plus compatibles avec nos standards actuels. Alors, standards actuels, ça peut être en termes d'environnement, en termes de technologie, en termes techniques, mais également en termes de manière de vivre l'espace. On ne vit plus aujourd'hui comme on vivait il y a 30 ans, et il y a de fortes chances que dans 30 ans, on vive encore un peu différemment. Et donc, une des préoccupations de notre groupe de recherche Transform à la VUB, c'est on essaye de se dire, tiens, nous vivons dans une époque où les changements conduisent de plus en plus à l'épuisement des ressources et à la production de déchets. Et la plupart des ressources de la Terre étant limitées, nous, designers, nous devons les utiliser et les réutiliser à bon escient. Ici, par exemple, on a un schéma qui ressemble un peu à celui qu'on a vu tout à l'heure, sauf que ce n'est pas par rapport au BIM, c'est par rapport à l'utilisation des ressources. On se rend compte que dans un processus classique, forcément, on extrait des matières premières de la nature, et puis l'architecte va devoir designer son bâtiment, le concevoir, on va utiliser des composants, et puis à la fin, on se retrouve avec un énorme tas de déchets qu'il faut recycler. Et justement, le but, c'est de passer de ce système cradle to grave à un système cradle to cradle, donc du berceau au berceau, réutiliser ces matières. Mais bien sûr, si on les réutilise à partir des déchets, on fait ce qu'on appelle du recyclage, mais en réalité, on fait du downcycling, c'est-à-dire qu'à chaque niveau, on perd de la qualité en termes des matériaux. Et le raisonnement optimal serait de se dire pourquoi est-ce qu'on ne réutilise pas les bâtiments eux-mêmes, c'est le principe de la rénovation, ou pourquoi est-ce qu'on ne réutilise pas certains éléments qui pourraient très bien encore être utiles après la fin de vie du bâtiment. Et donc, notre vision, notre mission au sein du groupe Transform, c'est de réfléchir les structures de l'environnement bâti, non pas comme un état final, mais plutôt comme faisant partie d'un processus. Et faciliter les transformations est donc vital pour atténuer les impacts futurs. On parle de processus pour BIM. Nous, ici, on parle de processus pour la vie du bâtiment, et le BIM deviendra un outil qui permet de gérer cela. Et donc, comment peut-on anticiper les modifications futures d'un bâtiment et réduire leur impact? Eh bien, on peut l'anticiper au niveau du bâtiment lui-même, en faisant ce qu'on appelle du design for building reuse. Au niveau des éléments, donc concevoir des éléments qu'on peut démonter et réutiliser plus tard, ou au niveau des matériaux, et ça c'est ce qui se fait de manière plus classique, le recyclage, etc. Mais c'est aussi peut-être utiliser des matériaux qui, à court terme, sont peut-être moins bons pour l'environnement, mais à long terme peuvent être réutilisés et donc permettre de réduire la facture énergétique ou la facture environnementale du bâtiment. Dans le cadre de ma recherche, je m'oriente plutôt pour les deux premiers points, et aujourd'hui on va plutôt parler, puisqu'on est en phase conceptuelle, du design for building reuse. Donc voilà, l'idée c'est que la transformabilité peut agir comme un catalyseur de développement durable au niveau social, puisqu'il permet d'utiliser les bâtiments de diverses manières, au niveau économique, puisque forcément il va y avoir des réductions de coûts par l'optimisation des matières premières, etc., et écologique, ça semble un peu plus évident. Pour ce faire, nous avons développé 23 règles de bonne pratique qui sont aussi divisées au niveau de l'élément du bâtiment et de l'environnement du bâtiment, mais ces règles de bonne pratique sont souvent de l'ordre technique, c'est-à-dire de l'ordre du détail, de la conception plutôt détaillée au niveau de l'assemblage des objets, etc. Et il y en a peu, mais il y en a aussi quelques-unes qui sont au stade conceptuel, notamment celles au niveau du bâtiment, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que est-ce qu'il est possible, en changeant seulement quelques petits détails au début de la conception, de créer des bâtiments qui facilitent le changement? Pour réfléchir à cela, on a ce graphique qui est du même style que celui qu'on a vu dans la présentation précédente, où bien sûr l'impact des changements est plus important en début de processus de conception
qu'à la fin, il coûte aussi moins cher. Et le processus classique, comme on l'a dit, c'est un peu plus tardivement qu'il y a énormément de travail. L'avantage d'un processus BIM, c'est qu'on peut travailler plus tôt. C'est parfois compliqué parce que ça demande justement beaucoup plus de travail au départ. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'avec parfois quelques petites informations, on peut déjà essayer d'améliorer ou de réfléchir à une manière de concevoir un peu différente. Et donc nous, au niveau de ces 23 règles, nous sommes attaqués à l'idée de la composition du bâtiment et donc son caractère versatile, c'est-à-dire son caractère polyvalent. Et la question principale est, est-ce que la composition spatiale est établie suffisamment tôt dans le processus de conception? En général, c'est une des premières choses que l'on fait avec le stade du concept. Et donc, peut-on qualifier le caractère polyvalent d'un bâtiment? Et en effet, on se rend compte que certains bâtiments semblent résister à l'épreuve du temps. Bien sûr, les appartements haussmanniens, les maisons de ville sont souvent rénovés de par leur cachet, mais aussi de par leur qualité intrinsèque. Elles ne sont pas démolies forcément, on préfère les réutiliser et les réutiliser. Et une des questions qu'on s'est posées justement, c'est savoir pourquoi. Eh bien, une des explications, c'est le concept de generality. Donc l'idée, c'est que la généralité d'un plan permet de définir à quel point une organisation est indépendante au changement, c'est-à-dire son caractère polyvalent, si on veut. Et donc, elle indique la quantité de fonctions potentielles qu'un bâtiment peut avoir sans besoin de la modifier. Il faut voir cette fonctionnalité comme une capacité passive, puisqu'elle dépend non pas des designs techniques, mais elle dépend bien de l'organisation générale du bâtiment et de la conception, je dirais, déjà en phase conceptuelle, puisque c'est essentiellement spatial. Et donc, l'agencement spatial d'un bâtiment peut permettre plusieurs utilisations différentes, ça semble assez évident, mais aussi des concepts comme la ventilation naturelle ou la lumière du jour permettent d'être moins dépendants des technologies qui, bien sûr, changent beaucoup plus fréquemment que la structure d'un bâtiment. On se rend aussi compte qu'il y a d'autres bâtiments qui, eux, ne sont pas des bâtiments généraux, mais qui s'adaptent plus facilement au changement. C'est ce que nous, on appelle l'adaptabilité. Et donc, l'adaptabilité, c'est quelque part la capacité du bâtiment à s'adapter aux changements de besoins, que ce soit des besoins en termes de confort ou en termes de normes. Et l'idée, une des idées principales, c'est de faciliter le changement d'éléments afin d'augmenter la fonctionnalité. Comment est-ce que ça peut se faire? Eh bien, simplement retirer ou ajouter une cloison, ou alors modifier la peau du bâtiment pour respecter des contraintes énergétiques plus importantes. Et une des idées que nous avons dans notre groupe de recherche, c'est justement d'essayer d'optimiser cette capacité passive, la fonctionnalité ou la généralité du bâtiment sur les éléments les plus statiques. Parce qu'en effet, on considère souvent le bâtiment comme un tout, mais en réalité, le bâtiment est un assemblage de différentes catégories techniques qui ont des durées de vie bel et bien différentes. La structure, en général, peut durer beaucoup plus longtemps que les systèmes de ventilation qui doivent être nettoyés ou mis à niveau de manière très fréquente. Et donc, au niveau du design détaillé, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de séparer les éléments qui ont des durées de vie différentes, ou au moins de pouvoir les démonter. Mais ici, puisqu'on est au stade conceptuel, on n'est pas encore au niveau de l'assemblage des éléments. L'idée est de se dire, peut-on augmenter la capacité passive d'un bâtiment sur les éléments qui ont une plus forte durée de vie. Et donc l'idée, c'est de créer pour le concepteur un outil qui permet de prendre des décisions informées dès les premières phases du projet d'architecture. Et donc dans ce cadre-là, les moyens, bien évidemment il va y avoir l'outil et il va y avoir les paramètres. L'outil, eh bien la réflexion pour l'outil, c'est de se dire, ah ben tiens, au niveau du processus de design, les choix pris en phase conceptuelle ont énormément d'impact sur le résultat final, mais il y a très peu d'outils qui aident les architectes en phase conceptuelle. La plupart des outils, les outils BIM d'ailleurs en particulier, sont beaucoup plus orientés production, et documentation pour les entrepreneurs, etc. Et ils ne sont pas forcément orientés architecture
ou conception. On le voit ici également dans ce graphe. Et donc, énormément d'outils sont conçus pour les phases finales. Et l'idée, c'est d'avoir un outil en phase conceptuelle qui permet à l'architecte également de réfléchir en cycle, c'est-à-dire de produire quelque chose, une sorte d'expérience, son design, de le mesurer, l'analyser de manière plus ou moins précise, puisque forcément en phase conceptuelle, on n'a pas toutes les données pour avoir des analyses complètes, apprendre de cette conception et bien évidemment progresser. Et donc, dans ce cadre-là, BIM est un moyen intéressant puisqu'il permet de gérer à la fois des informations de type données, mais aussi une géométrie. Et donc, ça permet d'optimiser et comparer la capacité passive fonctionnelle d'un bâtiment ou d'un concept, dans notre cas. Alors, sur un des graphes qu'on a vu dans la présentation d'avant, il manquait un logo Revit. Je me suis permis de le rajouter pour qu'il y en ait bien suffisamment. Mais bien sûr, l'idée, c'est pas Revit ou un autre logiciel. L'idée, c'est qu'on a un logiciel BIM, donc on n'est pas dans le processus BIM, pour le coup, on est dans un logiciel BIM, et on extrait de l'information, on la calcule avec un autre logiciel, avec Excel, etc. Et ensuite, on est capable de la réinjecter dans le modèle pour pouvoir la partager avec d'autres acteurs. Et donc, une fois qu'on a notre outil, qu'on est capable d'extraire de l'information, de la gérer, etc. Pour le coup, c'est un processus BIM, mais qui est géré de manière extérieure au programme. On peut se poser la question des paramètres. Et ces paramètres, pour le coup, ce ne sont pas des paramètres propres au logiciel BIM. Dans notre cas, c'est des paramètres liés à l'architecte. Donc notre vision des choses, ce n'est pas le BIM est une fin, mais c'est bel et bien le BIM est un outil pour se poser des questions et voir également ce que l'architecte peut en sortir, autre que juste des dessins pour l'entrepreneur ou des informations pour le gestionnaire du bâtiment. Et donc les paramètres, définir les paramètres qui permettent de qualifier ou quantifier le caractère versatile d'un bâtiment. Pourquoi quantifier? Parce qu'évidemment on est avec un outil informatique et l'informatique est beaucoup plus forte pour quantifier les choses que pour les qualifier. Et donc l'idée c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut transformer certaines valeurs de l'ordre de la qualité vers des valeurs quantitatives et inversement. Et la question qu'on se pose justement, c'est qu'est-ce qui rend un espace polyvalent et qu'est-ce qui rend un espace agréable? Et pour le coup, je pense que ce n'est pas une question qu'on se pose forcément quand on conçoit en BIM, mais c'est une question qu'on se pose en général quand on conçoit un espace en tant qu'architecte. Une des premières réponses qu'on a eues, c'était de se dire, eh bien, l'organisation d'un bâtiment va avoir une grande importance sur son caractère polyvalent. Voilà, donc un exemple, si on utilise ce qu'on appelle l'aspect syntaxe, qui est une science qui permet d'étudier les réseaux, c'est énormément utilisé au niveau urbanistique, mais on peut également l'utiliser au niveau de la connectivité des espaces des bâtiments. Si on a un bâtiment constitué de 3 pièces, une pièce A, une pièce B, une pièce C, eh bien, si les pièces A et B sont connectées entre elles et connectées à la pièce C, on se rend compte que le nombre de fonctions qui peuvent être attribuées à ces pièces A et B sont beaucoup plus grandes que dans le cas où on a une pièce B qui est entièrement dépendante d'une pièce A. Si on dit que la pièce A est une chambre, on peut très bien, dans ce cas-ci, donner une fonction chambre à la pièce B. Par contre, dans ce cas-ci, si on dit que la pièce A est une chambre, ça peut être compliqué d'avoir une chambre par laquelle on doit passer par une autre chambre pour pouvoir y accéder, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace plus connecté, permet d'être plus polyvalent. Alors on ne dit pas qu'il faut que toutes les portes communiquent, que toutes les pièces communiquent avec des portes. C'est d'avoir une possibilité de le faire, c'est-à-dire ça peut être avec des cloisons légères qui permettent plus tard de modifier les choses, ou alors des systèmes qui peuvent s'ouvrir mais qu'on peut bloquer. Évidemment, ce n'est pas une conception statique d'un bâtiment, c'est une conception évolutive d'un bâtiment, c'est-à-dire qu'on fait un design d'un bâtiment pour une fonction actuelle, mais on imagine que plus tard, la famille peut s'agrandir, ou les enfants qui sont dans la maison peuvent plus tard faire des études, et donc les parents vont utiliser cet espace comme bureau, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de concevoir un espace, non pas pour une utilisation, mais bien pour des différents scénarios. En approfondissant un peu cette théorie justement de la connectivité des espaces,
la VUB a développé un outil qui s'appelle Saga, qui calcule la généralité et l'adaptabilité d'un espace. La généralité, c'est clairement la connectivité des espaces, et l'adaptabilité, c'est le même principe, sauf qu'on se pose la question des connexions qui pourront être faites plus tard. Et donc, on rajoute des connexions entre les différents espaces, et on pondère ça avec des coefficients qui sont des coefficients de type probabilité de démonter un mur. Typiquement, un mur structurel, un mur dans lequel il y a des gaines techniques sera plus difficile à ouvrir et à changer qu'une cloison légère qui est conçue de cette façon. Cet outil n'était pas du tout utilisé dans le cadre du BIM, puisqu'on dessinait à la main encore les rectangles et les connexions. On s'est occupé, on a essayé de le transposer dans un processus BIM où justement on extrait les informations du modèle, les pièces, les portes, les liens entre les différents espaces, et on génère automatiquement les mêmes données, c'est-à-dire les connectivités au niveau général, adaptable, et ce cas-ci, c'est le cas où tous les murs étaient démontables. Mais on s'est aussi dit, c'est très bien, mais il faut déjà partir d'un modèle BIM. Ça peut paraître compliqué pour des gens qui ont l'habitude d'abord concevoir sur dessin, ou sur AutoCAD, ou sur des systèmes plus légers et plus malléables, puisqu'il faut le savoir, un modèle BIM, quand on commence à dessiner avec des murs, etc., c'est parfois difficile de faire des changements assez rapidement. Et donc, pour faire une sorte de proof of concept, on a décidé de partir d'un simple dessin linéaire. Donc, les murs sont en trait noir, les portes sont en rectangle rouge, et ceci, c'est pour définir l'échelle. Et donc, automatiquement, à partir d'un dessin comme ça, qui peut être extrait d'un dessin fait à la main, on peut intégrer directement ces pièces, ces espaces. Bien sûr, ce n'est pas utilisable tel quel pour construire son modèle BIM, il faudra le modifier. Mais pour générer nos analyses d'espace, tout cela est automatisé et permet à l'architecte ou au concepteur d'évaluer très rapidement la connectivité de ces espaces. L'idée n'est pas de dire à l'architecte, voilà, vous devez avoir un score de 100% et votre bâtiment sera bon. On ne juge pas la qualité architecturale. On permet à l'architecte, s'il a différentes propositions, d'évaluer le caractère polyvalent de sa proposition, s'il le désire, et dans la mesure où il le désire. Une autre chose qu'on peut utiliser dans le BIM, bien évidemment, c'est les dimensions. Elles sont géométriques, mais elles sont aussi stockées en tant que données. Et la question de la dimension en architecture, elle a été souvent présente. Il y a le fameux modulor de Corbusier qui permet de juger les proportions idéales d'un espace. Le nombre d'or qui est aussi présent énormément dans l'architecture. Il y a d'autres théories également. Andrea Palladio qui avait défini 7 formes idéales pour l'architecture. Mais également, il y a d'autres théories qui montrent que quand un espace est plutôt allongé, il a un caractère plus dynamique, c'est le cas d'un couloir, et quand un espace est plutôt compact, il a un caractère plus statique. On s'est également posé notamment la question des hauteurs, des proportions d'un espace, comment est-ce qu'on ressent l'espace. Et donc, on a voulu essayer de quantifier cela. Alors, une valeur qui est souvent utilisée en architecture et qui fonctionne très bien pour des pièces rectangulaires, c'est le rapport longueur sur largeur, la proportion. Mais comme ici on utilise un modèle BIM, le modèle BIM va charger automatiquement la pièce. Et en fait, même si en général les pièces sont rectangulaires, elles ne sont jamais parfaitement rectangulaires. Et donc, le problème de la proportion, c'est qu'elle est difficilement applicable dans ce cas-là. Et donc, bon, également dans le cas de pièces qui ont des formes très particulières, qui pour le coup ne sont pas du tout utilisables et polyvalentes. Et du coup, on est passé au système de périmètre et d'aire. Mais le problème, c'est que lorsque vous faites un périmètre sur une aire, vous avez des mètres divisés par des mètres carrés. Et donc, ça va non pas seulement uniquement dépendre de la forme, mais également de la dimension. Si vous faites ce rapport sur un carré de 2 mètres sur 2 mètres ou sur un carré de 4 mètres sur 4 mètres, le rapport sera variant et variable. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour quantifier, pour évaluer la proportion d'une pièce. Pour ce faire, artifice de calcul très souvent utilisé, on élève le périmètre au carré, ce qui permet d'avoir des mètres carrés sur des mètres carrés.
on a alors un ratio qui ne dépend que de la forme du bâtiment. Donc un carré de 2 mètres ou un carré de 4 mètres ou un carré de 6 mètres aura toujours un ratio qui vaut 16. Si vous utilisez les proportions du nombre d'or, vous arrivez à 16,23. Et bien sûr, si vous vous éloignez, que vous allongez votre rectangle, vous allez vers les 17, et bien sûr, plus la forme devient étrange, plus vous éloignez de cette valeur. Et donc l'intérêt, c'est pas de dire vous devez tous avoir des bâtiments à 16,23 parce que c'est le nombre d'or, etc. L'intérêt, c'est de pouvoir quantifier la polyvalence et de permettre donc de prendre des décisions là-dessus, comparer deux choix possibles. Et enfin, il y a ce côté dimensionnel, ce côté rattaché aux pièces, à la connectivité, mais il y a également d'autres aspects qui favorisent l'utilisation d'un espace de diverses façons. Et c'est ce que j'appelle ici le caractère qualitatif. Le principe est simple, si un espace est qualitatif, alors il a plus de chances d'être conservé ou réexploité. Typiquement, une pièce aveugle a moins de chances d'être réutilisée, réaménagée, qu'une pièce qui sera lumineuse ou qui a une vue intéressante sur l'extérieur, etc. Et donc l'idée, c'est également de qualifier puis de quantifier d'une certaine façon ce potentiel qualitatif. Mais bien évidemment, puisqu'on est au stade conceptuel, on ne peut pas faire des analyses complètes des bâtiments, de la composition des différentes couches, etc. On ne peut que prendre des règles de bonne pratique, des proportions d'espace, des pourcentages d'ouverture, pour essayer de qualifier le potentiel qualitatif d'un bâtiment. Ce n'est pas parce qu'un bâtiment a un potentiel qualitatif élevé qu'il sera forcément de meilleure qualité en phase finale. L'idée est d'optimiser le bâtiment en phase conceptuelle pour plus tard avoir toutes les cartes de son côté lorsqu'on passe à la phase plus technique, détaillée, pour améliorer toutes ces valeurs au sein du projet. Et donc, l'outil, une fois finalisé, permettra d'évaluer et comparer un projet et de déterminer son caractère polyvalent. Une fois les qualités passives du bâtiment développées, le concepteur peut décider d'aller plus loin dans le détail afin d'augmenter le potentiel adaptable et transformable de son bâtiment. Et à ce moment-là, les outils sont améliorés pour prendre en compte aussi les caractéristiques techniques du bâtiment. Utiliser les informations déjà présentes dans le BIM afin de fournir un feedback au concepteur et lui permettre de prendre des décisions mieux informées. Pour nous, c'est très important. L'outil ne doit pas remplacer le rôle de l'architecte. C'est l'architecte, le concepteur qui doit prendre les décisions, c'est son rôle. Le but d'un concepteur, c'est de faire des choix, de favoriser certaines choses et d'autres. Et donc là, c'est bel et bien un outil qui permet de quantifier certains choix. Et donc les bâtiments alors conçus pourront faciliter les transformations et atténuer les impacts futurs. Et donc l'idée est bel et bien de réutiliser les bâtiments pour plusieurs fonctions et non pas détruire le bâtiment pour reconstruire des bureaux parce que c'était des logements avant, etc. Et on peut se poser la question alors, mais est-il possible de prévoir et de prédire le futur? Je pense que le mieux c'est de vous laisser sur une citation et vous pourrez y réfléchir vous-même. L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais bien à le permettre. Merci à vous.